Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La maman de tous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on fait de ces jaloux-là? Bébé Sam, tu n'as que ta bouche pour parler, tu ne sais rien de ma vie. Enlève ta bouche sur moi, oh pardon. Enlève ta bouche sur moi, je te demande pardon. Tu n'as que ta bouche pour parler, tu ne sais rien de ma vie. Enlève ta bouche sur moi, hey pardon. Enlève ta bouche sur moi, je te demande pardon. Madame Keita qui a tout Angara, la femme battante, est-ce qu'on a leur temps même? Trop de gars il y a, trop de papato. Il est migné, il va fort, il m'a migné, il va fort. Enlève ta bouche sur moi, quitte dans ça. Enlève ta bouche sur moi. Trop de nafigia, trop de papato. Il est Milan, il est fort, il est Milan, il est bola. Enlève ta bouche sur moi, oh pardon. Enlève ta bouche sur moi, je te demande pardon. Madame Mariam Djabi, femme d'affaires à succès, PDG de Ayouf Holding, ne les écoutez pas. Enlève ta bouche dans ce Antaga il est là. Mimi Watao, laisse parler les jaloux. Kenny Bakavila nous m'apprenons avec affaire du manouterete. Onyango Abila, Ikwa Maldoro Moufirela. Enlève ta bouche dans ce toi papato. Ousmane Silla, le boss silencieux, OS Immobilier. Avec sa grande sœur chérie, Mariam Silla depuis Autriche. Honorable Mariam Traoré. Bien, bien, bien. Oh, fermez ta gueule là. Enlève ta bouche sur moi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI1. Enlève ta bouche sur moi. C'est le titre avec lequel nous ouvrons cette émission. Et ce titre est signé Nampesa Dio. Bonjour à vous. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes un grand nom de la musique mandingue au Mali. Vous êtes de passage en Côte d'Ivoire et vous êtes issu d'une famille de griots. C'est bien ça? Oui. Et là, vous êtes déjà chanteur, on l'a dit, musicien, compositeur et également styliste. Et ça se voit à votre tenue. Vous êtes magnifiquement habillé. Merci. Alors, dites-nous, du côté du Mali, on vous surnomme le chouchou des femmes. Oui. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de femmes qui me trouvent joli garçon, donc voilà. Est-ce que les filles du public le trouvent également joli garçon? C'est mon surnom à Bamako. Mon surnom, c'est Denyoumani. C'est? Denyoumani. Denyoumani. Voilà, c'est une chanson que j'ai chantée qui a vraiment fait feu à Bamako. Donc, tout le monde m'appelle Denyoumani, Denyoumani. D'accord. Alors, vous avez à votre actif 3 albums, oui. Une vingtaine de singles. Vous avez été en 2005 révélation des Tamani au Festival de Ségou. Et puis en 2011, vous avez raflé le Tamani du meilleur artiste masculin, c'est ça? Oui. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une question à vous poser. D'accord. Vous le savez sûrement, aujourd'hui, c'est le 3 février 2025. Il y a un an, des événements exceptionnels se déroulaient au stade de Boaké. Est-ce que vous vous souvenez d'où est-ce que vous étiez le 3 février 2024? Est-ce que vous savez déjà l'événement dont je veux parler? Non. Ah d'accord. Alors,
En février 2024, nous étions en plein dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et le 3 février 2024, la Côte d'Ivoire se qualifiait et arrachait la victoire au Mali. Réaction du digne représentant du Mali sur ce plateau. OK. Alors, vous savez que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est un seul pays. Donc, moi, je me sens très bien en Côte d'Ivoire ici. Quand je suis là, je me sens chez moi. Donc, je le dis tout le temps, le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. On est tous des Africains. C'est l'Afrique qui gagne. D'accord. On est d'accord, hein? Nous sommes frères, nous nous aimons beaucoup. N'empêche que il y a eu le 3 février 2024. mais je vais une pas... date à jamais marquée dans l'histoire. Je ne vais pas parler, sinon on a vu le scénario. Oui. On a pris la Côte d'Ivoire ici. C'est Dieu même qui a fait que voilà. C'est le résultat qui compte. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir, Nampé Sadio. Je suis de passage en Côte d'Ivoire. C'est juste pour annoncer aussi aux Ivoiriens que je serai là pour la Tabaski, pour un grand show. Très bien. Voilà, et je remercie mon ami Thierry Angeval, qui est le promoteur de mon concert. Donc voilà, c'est pour dire aux Ivoiriens de se préparer. On va chanter en Djelia non seulement, et après on va faire le show. Très bien, on a hâte d'être là. Solata, quelle solata fufuta, ngari futa, ngari manumanu, jajiriko kele, jajiriko na feba fale. Sobi boli, jajiriti boli. Wow! Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci d'être passé. Je vais vous prendre le micro. Nampé Sadio, je vais vous prendre le micro, merci. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes heureux d'être dans notre compagnie. Nous, c'est un véritable bonheur. Alors, je l'ai dit, le 3 février 2024, sonnait la délivrance de la Côte d'Ivoire après un match des plus âpres et des plus difficultueux. La Côte d'Ivoire arrachait la victoire d'abord à la 89e minute par un but de... Vous vous en souvenez ou pas? Non. 89e minute, c'était Adingra. Et ensuite, à la 120e minute, Oumar Diakité, toute une nation qui fut délivrée, toute une nation qui accédait ainsi au demi-finale. Et on connaît la suite. Moi, j'aimerais vous demander, parce que c'est une date historique, on a tendance à le dire, quand on parle du 11 septembre et qu'on pose la question aux Américains, tout le monde se souvient de l'endroit où il était et de ce qu'il faisait. La Côte d'Ivoire garde en mémoire cette date-là. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 3 février 2024? Oui, je vais vous passer le micro à vous. Vous êtes juste à côté. Bonjour. Bonjour à vous, Eva. Alors, comment vous appelez? Moi, c'est Yao Stéphanie. Alors, racontez-nous. Moi, j'étais à Faya. J'étais au travail, déjà. On était un peu découragés. Surtout moi, j'étais très découragée. Parce que vraiment, on sentait un peu la pression. Mais comme Dieu ne dort pas, la Côte d'Ivoire ne peut jamais tomber face au Mali. Le deuxième but. Donc, c'est ainsi que la Côte d'Ivoire s'est réveillée et puis le show a continué. Et le show a continué. Oui. Alors, madame, vous êtes magnifique. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez vous présenter. Bonjour puis, Eva. Bonjour tout le monde. Question. Je suis Kéassio Juliette, épouse Yao. Moi, j'ai suivi le match à Yopougon. J'étais avec un groupe d'amis, l'association des dynamiques de Thio Louis Serge. On regardait le match avec notre leader ce jour-là. Il faut dire qu'on était toutes découragées, mais lui, jusqu'à la dernière minute, il tenait. Nous, on était pratiquement sortis de la salle quand on a entendu le bruit. On a demandé, on dit c'est Oumar Diakité qui a marqué le but. On a crié. Mais ce que je voulais qu'on retienne, c'est qu'au-delà d'un jeu, c'est une leçon de vie. Exactement. Pour dire à tout le monde, quelle que soit la situation que vous traversez, tenez bon. Et si vous arrivez de vous décourager, regardez le match du Mali-Côte d'Ivoire. Aura-t-on plus belle conclusion, aura-t-on plus bel hommage? Monsieur avec la casquette noire, bonjour. Alors, je vais vous poser la même question à bonjour vous. Eva. Oui, bonjour.
Ce jour-là, comme il n'y a pas eu le ticket, j'ai suivi le match dans mon village à Bongwa. Et il faut dire que quand Cotonou a eu son carton rouge, sincèrement, j'ai éteint la télé. Parce que c'était chaud, j'ai éteint la télé. Il faut dire qu'on a joué à 10 pendant plus de 80 minutes. Justement, voilà. Plus de 80 minutes. Donc moi, je suis sorti, j'ai éteint la télé, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc je suis parti dans un village voisin, Kotobi. C'est là-bas que j'ai vu que les choses ont évolué et j'ai suivi le match jusqu'à la fin. Alors, félicitations à tout le monde. En tout cas, à ce rythme-là, vous risquez d'arriver à Béoumi pour le coup de sifflet finalement. En tout cas, merci pour le témoignage. Bonjour, notre très chère Sabine Jérémy, comment ça va? Bonjour Eva, je vais très bien. J'aborde avec beaucoup d'amour et surtout avec le message de persévérance que la dame a donné. C'est le mois de février et je vous donne plein de cœur. C'est mon mois. Allez, plein de cœur à vous. Plein de cœur à vous aussi. Moya Kwakoukan, bonjour. Bonjour Eva. Il n'a pas tort, l'artiste malien, quand il dit que c'était un match qui était âpre. Il faut se rappeler quand même qu'il y avait 62% de possession pour le Mali. Et puis, Cotonou, dès le début, avait montré des signes de faiblesse. À la 12e minute, il fait un bras décollé. On pensait qu'il allait avoir un carton. Ce n'est pas le cas. À la 15e, il concède un pénalty. Il faut se rappeler qu'il y a eu un pénalty raté du Mali à la 15e minute. Ouais. Et ensuite, il prend le carton à la 43e minute. Franchement, le match commençait de manière tellement cauchemardesque. Mais comme la Côte d'Ivoire, ça reste quand même la Côte d'Ivoire. On est à la 89e minute, puis la 120e. Et franchement, je pense que de tous les matchs qu'on a eu à la CAN, aucun match n'égale la victoire qu'on a eue contre le Mali parce qu'il y a les rebondissements étaient tels qu'après ça, c'est vrai qu'on a eu les matchs contre le Congo et le Nigeria, mais c'était pas aussi doux. Et je pense même que ce match était le meilleur de toute la compétition. Franchement, c'était toute la compétition. Le scénario était tellement ubuesque, personne n'aurait imaginé ce déroulement-là. Et des observateurs l'ont dit, on aurait payer des scénaristes pour écrire un tel scénario, ils n'auraient pas pu, parce que c'était magnifique. Bonjour Jenny. Bonjour Eva, je vais super bien, j'espère aussi que vous allez bien. Aujourd'hui est le 3, c'est notre anniversaire, raison pour laquelle je portais habit orange. Mais comme les Maliens sont déjà chez nous, on mange avec eux, j'ai mis rouge dessus pour équilibrer. Voilà. L'équilibre est fait. Alors aujourd'hui, notre très cher docteur Philo ne sera pas en notre compagnie, mais ne vous inquiétez pas, hein, il sera de retour dès demain. Aujourd'hui, c'est vous qui allez nous servir le fil d'actu. Et d'ailleurs, c'est tout de suite. Voilà la famille, je dis que nous sommes dans l'info Jenny. Voilà, nous commençons cette information avec la mauvaise nouvelle. Voilà, manager confirmé, nous te souhaitons vraiment un bon rétablissement. Manager confirmé qui a fait une sortie de route hier sur l'autoroute et il a été envoyé directement aux urgences. Nous espérons que ton état sera stable très très bientôt. Voilà. Deuxième info, là on vient en mode PA. La team TNT qui a fait vraiment sensation au Palais de la Culture. C'était wow, c'était un super talent. Comme quoi, tous nos talents, c'est vraiment leur talent. 10 ans, c'est pas 10 jours et ça s'applaudit. Mais, en toute humilité, voilà que j'arrange bien mon nœud. En toute humilité, quand je vous dis, qui t'a parlé au coup du marteau? On descend au coup du marteau. Voilà, nous avons notre Samo d'amour qui a fait un bon coup du marteau à un Malien. Les Maliens. C'est-à-dire le mois de février, même le Mali même doit enlever ça dans son calendrier. Parce que ça ne vous va pas. Regardez ça. C'est parce que Samo même a bon flamand nous. Sinon, bon. Là, on fait comment? Deuxième image. Quelqu'un qui a l'habitude de charger sac de cacao, quand tu vois, tu sais. Tu as chargé sac de cacao au Mali juste quand tu arrives à Abidjan. Tu viens charger ton ami au dos, c'est pour faire quoi? Descends-le là-bas, prochaine image. Comportement de bébé. Comportement de bébé d'un berceau. Tu soulèves ton pied, ton dos à terre. Quelqu'un qui a l'habitude de se coucher quand tu vois, tu sais. Prochaine image. Et on finit avec les graissements de dents. Vraiment, là, ça a été super. Samo qui a montré le coup du marteau. Et là, il était en position coup du marteau. Et comme quoi, on dit qu'il y aura des graissements de dents. Ça, c'est graissement de dents bleues. Dents bleues qui est sorti, on savait qu'on avait gagné.
Les Maliens, qui vous a dit que Soundiata Keïta a déterré fromager? La partie là, tant que vous ne changez pas, nous les Ivoiriens, on va toujours gagner. Merci. Merci Jenny, merci. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de bonne humeur, hein, parce que c'est le début du mois de février, c'est le mois de l'amour, c'est le mois où on se laisse aller aux meilleurs sentiments. Mais aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui est, ma foi, pas très drôle, parce que nos invités du jour ont été victimes d'empoisonnement. Oui, elles ont été empoisonnées par des proches. Dieu merci, elles sont vivantes, elles sont là pour en parler. On les accueille sur le plateau. On va accueillir d'abord Madame Aïcha Ekra. Elle est coiffeuse esthéticienne. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous serez en compagnie de Madame Témoé Mireille Miché, épouse Bolou. Elle est chantre évangéliste. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Le temps de vous installer, on va suivre l'histoire du jour. Elle est signée Adji Raymond. Je voulais que tu me protèges. À une heure là, moi, Soma est champion. Il est comment? Faut prendre huile pour partir. Tu mets huile 6 mois? Oui, oui. Huile. D'accord, papa. De prime abord, la méfiance manifestée par l'acteur peut provoquer des éclats de rire. Malheureusement, c'est une triste réalité devenue un phénomène un peu partout en Afrique. C'est comme cela. Désormais, où que l'on aille, il semble que la vigilance s'impose, même quand on est en face de proches en qui on a confiance. Nul ne peut objectivement prévoir d'où peut sortir une sombre intention d'empoisonnement. Michel Boulou, chantre évangéliste, et Aïcha Ekra, coiffeuse esthéticienne, sont des rescapés de tentatives infructueuses d'empoisonnement, chacune dans des circonstances différentes, mais avec en finalité la même conclusion, la ferme résolution de se montrer plus prudente. Ce lundi, Eva Amani et sa team de chroniqueurs abordent le sujet sans détour dans ces midis. C'est sûr que le débat est d'actualité et il va vous intéresser. Voilà, retour sur le plateau, nos invités sont installés. Bonjour encore une fois, merci de votre confiance. Merci d'être là. Je vais démarrer avec vous, Aïcha Ekra. Je l'ai dit, vous êtes coiffeuse esthéticienne. Et c'est dans le cadre de vos activités que vous avez été victime de cette tentative d'empoisonnement. Oui, oui. Alors, tentative, non, puisque vous avez effectivement été empoisonnée. Vous travaillez donc dans un salon de coiffure. Vous êtes esthéticienne, on l'a dit, vous travaillez dans un salon de coiffure. Comment vous arrivez dans ce salon de coiffure? Je suis arrivée... Parlez un peu plus fort. En 2022, j'étais coiffeuse et on était 7 filles là-bas. On était 7 filles. Et un jour, je suis sortie et je suis allée acheter ma nourriture. Avant d'arriver au jour en question, quelles étaient vos relations, vos rapports avec les autres filles? En tout cas, il n'y avait pas d'attente là-bas. Il n'y avait pas d'entente? Non, vous ne vous entendiez pas les autres? Oui, on s'attendait. Comment vous avez été recrutée? Qui vous a fait rentrer dans le salon? Le salon, c'est ma soeur. D'accord. C'est ma grande soeur qui m'a envoyée là-bas. Et quand vous êtes arrivée, comment les autres filles vous ont accueilli? Bon, au début, c'était bien. Et après, quand la patronne a commencé à se confier à moi, elle a commencé à m'aimer plus que les autres. Et c'est là que ça a commencé. Quand vous dites que la patronne vous aimait plus, comment elle le manifestait? Est-ce que vous aviez droit à des faveurs? Comment vous montrez? Elle me confiait beaucoup de choses au salon, qu'elle n'est pas là. C'est comme c'est moi, je suis responsable. Et c'est ça, tout a commencé. Et avant ce jour-là, il n'y a jamais eu d'histoire avec les autres filles? Il n'y a jamais eu de palabre? Non, non. Mais vous saviez qu'elle ne vous appréciait pas? Oui. Alors, ce fameux jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un jour, je suis sortie, elle a acheté ma nourriture et j'ai déposé. Les filles étaient là, je leur ai dit que je reviens, je vais acheter de l'eau pour venir. Je suis arrivée, j'ai commencé à manger. Après avoir fini de manger la nourriture, j'ai commencé à vomir, ça n'allait pas. Et j'ai expliqué à la patronne. Et la patronne a dit de retourner où j'ai acheté la nourriture. Je suis partie, la dame m'a montré, m'a confirmé que ce n'était pas sa nourriture. Parce que tous ceux qui sont venus acheter ont témoigné que ce n'était pas sa nourriture. Et après, elle m'a donné ma journée de rentrer à la maison. Je suis rentrée à la maison, dormi matin. Le lendemain matin, ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas. Après, on allait à l'hôpital. On a essayé, les médecins m'ont donné un antidouleur pour calmer la douleur.
Et on a essayé de calmer la douleur. Quand vous dites sûrement que ça n'allait pas, c'était quoi? Vous aviez des douleurs? Vous aviez... J'avais des douleurs. Au niveau du ventre? Au niveau du ventre, je vomis, ça n'allait pas. Et quand vous mangez la nourriture, ça n'avait pas de goût particulier, hein? C'était normal quand vous avez mangé? Oui, j'avais pas ça en tête, au fait. Il n'y avait pas ce genre d'idée en tête. Je ne savais pas aussi qu'on allait mettre des trucs dans ma nourriture. Donc, il n'y avait pas ça en tête. Et ça, après ça, on allait à l'hôpital. On a essayé de prendre des antidouleurs pour calmer la douleur. Et 2 semaines, 3 semaines après, ça n'allait pas. Et on est parti aussi au village. Il y a ma maman qui dit, ah, on n'a qu'à aller au village, on va aller essayer les médicaments traditionnels. Et arrivé là-bas, on a essayé. On a fait 1 mois au village. Ça n'allait pas. On est retourné encore à Abidjan. Et après, mon grand frère qui est venu, qui a dit, on n'a qu'à aller au Nouveau CHU pour faire des analyses, pour voir ce qui n'allait pas. Et après, on est parti, on a essayé de faire les analyses, on ne voyait rien du tout. On ne voyait rien. On est retourné encore à la maison. Au fur et à mesure, je prenais des médicaments pour calmer juste la douleur. À part les douleurs, est-ce que vous aviez d'autres signes? Est-ce que vous aviez d'autres choses? Oui, j'étais faible. Et vous aviez des boutons sur le corps? Oui, oui. On a, je crois, des images de cette éruption cutanée. On va voir. Voilà. OK. Et après ça, on a fait des examens, ça ne sortait pas. Et on est retourné à la maison. On a fait encore 1 mois encore à la maison. 1 mois encore. C'est vraiment les médicaments que je prenais pour calmer la douleur. Et après, on est retourné encore faire des examens. Et quand on est arrivé, c'est sorti que c'était un empoisonnement. Qui vous a dit que c'était un empoisonnement? C'est à l'hôpital? Oui, oui. Et on vous a dit le poison que vous aviez ingéré, c'était quoi? Il a dit que c'était un poudre qu'ils ont mis dans la nourriture. Et ce n'était pas pour me tuer, un coup c'était pour me tuer en petit feu. Ça, c'est les médecins. Pourquoi ça a duré? Oui, oui, c'est pourquoi ça a duré. Et après, ils ont dit qu'ils vont essayer de faire un traitement. Mais le prix qu'ils ont dit, vraiment, on n'avait pas ce somme-là. On n'avait pas cet argent-là. Parlez un peu plus fort parce que c'est... Oui, oui. Le prix qu'ils ont dit pour faire un traitement, on n'avait pas cette somme-là. On n'avait pas cet argent-là. Et après, on est retourné encore à la maison pour dire on va voir. Et 2 jours après, je suis sortie avec mon grand frère aller voir encore un monsieur. Et c'est là, il y a une dame qui parlait de cette situation-là dans le véhicule. Et mon grand frère a attendu. Et il a pris des renseignements auprès de la dame. La dame lui a dit, c'est un monsieur. Elle avait ce genre de problème. C'était un monsieur qui était à Yopougon Sable. Un tradipraticien? Oui, oui, oui. Et c'est lui qui a pu l'aider. Et on est parti à la maison, on a expliqué à la vieille. Elle ne voulait pas même. Elle ne voulait pas qu'on parte. Et après, mon grand frère a insisté. Elle a dit, OK, on n'a pas parti. On est parti voir le monsieur. Effectivement, dès qu'on est arrivé, le monsieur a su que c'était poison. Il dit, j'ai été empoisonné. Il va voir ce qu'il peut faire. Lui, il traite ce genre de cas-là, mais il va voir ce qu'il peut faire. Et après, on est retourné à la maison. 2 jours après, on est venu voir le monsieur. Il m'a donné un petit poudre noir que je mettais dans l'eau. Je buvais aussi, je prenais aussi pour me puriger. Et vraiment, quand je bois là, ce qui sort, le lendemain, quand je me réveille le matin, quand je vomis, ce qui sort là, c'était pas bon. Quand je vais à la selle, là, des trucs qui sortent bizarrement, c'est un peu, au fur et à mesure que je me suis retrouvée un peu. D'accord. Aujourd'hui, ça va? Vous allez bien? Ça va. Tout est rentré dans l'ordre, c'est pour ça que je souris. Est-ce que vous êtes retourné dans le salon de coiffure? Non, non, je ne suis plus retournée. Est-ce que vos collègues, vos ex-collègues savaient que vous étiez malade? Oui, oui. Quelle a été leur réaction? Bon, en tout cas, ils ne sont pas venus. C'est la patronne qui est venue me voir. C'est la patronne qui est venue me voir. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec la patronne? Aujourd'hui, ça va très bien avec moi. Entre moi et puis la patronne. Souvent, on s'appelle, mais je ne travaille plus là-bas. D'accord. Alors, à la suite, vous découvrez que vous avez été empoisonné. Est-ce que vous portez plainte? Est-ce qu'après, vous saisissez la justice ou autre pour pouvoir poursuivre ce cas d'empoisonnement? Puisque je n'ai pas vu la personne, j'ai mis le médicament. Et il n'y avait pas aussi caméra. Mais les médecins ont confirmé que j'étais empoisonnée. Juste pour dire aux gens de faire attention que ce genre de trucs, ça existe. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui, hein. Ok, parce que je pense qu'il y a la possibilité de porter plainte contre X, c'est-à-dire quand vous ne savez pas qui exactement vous a fait du mal, vous pouvez quand même porter la plainte et puis les policiers peuvent se charger de faire une enquête. Est-ce que si c'était à refaire, vous porteriez plainte? Oui, je suis déjà guérie et pour faire rester tomber. Est-ce que vous avez une idée de la personne, de qui a pu faire ça? Parce que vous étiez 7. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un, sans le dire forcément sur le plateau? Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Oui, après, la patronne a essayé de communiquer avec les 6 autres, parce qu'on était 7.
La patronne a essayé de communiquer avec les 6 autres là. Elles ont nié, elles disent que ce n'est pas eux. Mais quand elles me voient venir, elles lancent les tours, elles s'élèvent les 3, les 6 là. Elles me laissent seule dans le salon. En fait, après, c'est comme si on ne s'attendait plus. Dès que je viens, elle quitte le salon. Elle va s'asseoir ailleurs. Donc, vous ne soupçonnez pas quelqu'un en particulier, hein? Non. Jenny. Bon, en fait, c'est la question en fait, que je voulais poser concernant la personne qui a pu faire peut-être l'empoisonnement. Mais vu que vous dites que vous ne savez pas, vous ne soupçonnez pas. Bon, je n'ai pas vraiment de questions pour vous. Mais juste savoir, ça a duré quand même longtemps avant qu'on puisse découvrir que c'était du poison. Vous avez fait quoi, 2 mois, 3 mois? 3 mois de maladie. Hein. D'accord, on va revenir à vous avant la fin de l'émission. Notre deuxième invité, je l'ai dit, elle est évangéliste chantre, témoin Mireille Miché, épouse Bolou. Vous avez également été victime d'empoisonnement. Et vous, c'était pendant que vous étiez enceinte. Alors, racontez-nous comment ça commence. Bonjour Eva, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci de me permettre aujourd'hui de m'exprimer sur ce point. Parce qu'il faut dire, depuis que j'ai vécu l'histoire, c'est un peu difficile pour moi de me prononcer là-dessus. OK. Je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Ah là là. Oui, on en a. Ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, c'est vrai que vous allez remuer des souvenirs qui ne sont pas agréables. C'est juste ça, ça va pas revenir. Merci de votre courage, en tout cas. Merci. On vous écoute. Donc, je disais comme ça que oui, moi, j'ai été victime de ça. Il faut dire déjà dans la famille, il y a eu déjà ce cas dont il y avait déjà, psychologiquement parlant, c'était déjà un choc, puisqu'il y a ma soeur dont l'époux a été victime d'empoisonnement et qui ne s'est pas relevé. Donc, du coup, quand moi aussi étant enceinte, moi, je n'ai pas su que j'étais empoisonnée d'abord. Parce que, pour dire, je suis chantre et je côtoie tout le monde, sans imaginer que peut-être que les gens avaient des idées en mon égard. Tu ne peux pas t'imaginer que des gens avec qui tu marches, avec qui tu parles à chaque moment, avec qui tu partages des choses. Même si vous n'êtes pas des amis, vous êtes quand même des collaborateurs, vous avez une vision spirituelle ensemble. Donc tu te dis que quand vous vous voyez, vous pouvez manger ensemble, vous pouvez boire ensemble, tout ça. Pas l'alcool, puisque je suis chrétienne, mais de l'eau, on peut se servir l'eau ensemble, boire. Et les chrétiens boivent un peu d'alcool aussi. Hein. Bon, ok. Oui, mais pas moi. Je suis chrétienne aussi. Oui, oui, oui. Mais bon, allons-y. Okay. Okay. C'est pas interdit dans la Bible, c'est l'ivresse. Okay. Merci pour la précision. Okay. Oui, merci pour la prédication. Okay. Allons-y. Ok, donc je disais comme ça que moi, j'étais invitée à un programme. Je ne vais pas mentionner le lieu ni le programme de qui pour ne pas indexer quelqu'un. Voilà. Vu que les gens sont très rapides à décortiquer les trucs et puis trouver le lieu, voilà. Donc, j'ai été invitée à un programme où je devais intervenir. On était un groupe de personnes. Et beaucoup sont passés prestés. Et là, c'était mon tour, au fait. Et ce jour-là, je ne suis pas partie avec mon manager ni mon communicateur. J'étais seule. Et mon époux a dit, mais tu n'es pas en bonne santé, tu comptes partir. Il dit, non, j'ai promis à cette personne que je serai à sa cérémonie. Parce qu'avant, j'aimais beaucoup aller soutenir. Quand l'autre a son programme, je suis là. C'est depuis ce jour que j'ai arrêté. Si tout le monde me suit aujourd'hui, beaucoup comprendront pourquoi j'ai arrêté. Je suis partie, on m'a appelé pour prester. Quand je me suis levée, j'ai laissé ma bouteille d'eau. Vous étiez enceinte de combien de... J'étais enceinte de presque 4 mois. D'accord. OK. Donc, j'ai laissé ma bouteille d'eau et je suis partie aller presser avec mon sac là. Voilà. Et Dieu merci, avec une de mes filles que j'ai vue dans une église là qui me connaissait. À un moment, tu es venue prester. Elle dit, oui, donne-moi ton sac, j'attrape. Donc, elle, du coup, elle a pris le sac, elle a attrapé sans s'occuper de la bouteille. Donc, je finis de prester, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je viens m'asseoir, j'avais des amuse-gueules là. Faut manger, faut manger. Elle dit, ça passe pas, j'ai pas trop faim. Mais par contre, mon eau, j'ai ma bouteille d'eau. Ah, mais j'ai laissé ma bouteille sur la table. On dit, non, ça est sur la table. Non, ça est juste là. Donc, je prends la bouteille sans réfléchir. Je prends ma bouteille, je bois. Donc, je finis de boire. L'effet, ce n'est pas sur place que ça a été immédiat. Je suis rentrée parce que je ne vis pas à Abidjan. Donc, je rentre chez ma marraine à qui je fais un coucou, Mme Denemoï. Elle me reçoit. Elle dit, ah, mais je ne te sens pas ta mine. On est quelqu'un... Je ne voyais pas, au fait. J'ai dit, non, ça va. Elle dit, tu es bizarre. Elle dit, non, je ne vois pas. Mais ça va, peut-être que c'est la grossesse. Elle dit, OK. Vu qu'elle travaille à l'hôpital, elle est dans le domaine de l'accouchement, tout ça. Donc, elle dit, je vais te regarder, voir. Elle dit, ça va.
je veux dire aux environs de 22 heures. C'est-à-dire que j'ai presté vers 16h, 17h. Mais à partir de 22 heures, les douleurs ont commencé. J'ai commencé à sentir des douleurs dans mon ventre. Et ce n'était pas des douleurs qui étaient vraiment fortes. C'était au fur et à mesure, je sentais des pincements. Vu que je n'ai pas vidé la bouteille, peut-être que si j'ai vidé la bouteille, je n'étais pas de ce monde aujourd'hui. Et elle m'a regardé, elle m'a donné des médicaments. J'ai commencé à avoir de petits saignements. Elle m'a donné des médicaments, elle a placé, bon, pour les femmes hein, qui ont fait un peu la maternité, quand il y a des petits saignements, on se dit, bon, peut-être que comme tu as trop bougé, on va te faire des traitements pour calmer. Et voilà comment je fais les traitements, Eva, et je me dis que ça va. Je me couche pour dormir. Le lendemain matin, ce n'était pas ça. D'accord. On va s'arrêter là. On va mettre une pause là, dans votre récit, qui est très poignant. On va aller à la pub et on se retrouve dans un instant. OK. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes à Tempo, l'émission de divertissement par excellence. Et les gars, Tempo! C'est pas cause des gens que je veux me donner un jour. Tata Naomi, Joponado, on danse comme ça, on danse comme ça, on danse comme ça. Clean est toujours clean, aujourd'hui elle est sortie dans l'eau. C'est la team des boys en featuring, c'est le débat derrière. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Allez, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras. Envoyez, on est encore assis. Envoyez, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Les biens là sont placés. Où sont les chambres? Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Un sujet qui fait parler dans la ville, dans la cité. On parle beaucoup d'empoisonnement, à tort ou à raison. En tout cas, nos deux invités du jour ont été victimes d'empoisonnement. Alors, nous en étions au témoignage de la chantre Miché. Alors, donc vous expliquez qu'après une prestation, vous aviez laissé votre bouteille d'eau sans surveillance. Vous étiez revenu, vous l'aviez bu. Et à partir de 22 h, une fois rentré chez votre marraine, vous avez commencé à ressentir des douleurs. Vous avez passé la nuit et le lendemain matin, ça empire. On en était là dans votre témoignage. Oui, le lendemain matin, elle a vu que je ne me retrouvais pas. J'ai appelé mon époux, vu qu'il n'était pas là. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, mais tu fais comment? Est-ce que ce n'est pas la fatigue, tout ça? Lui, il avait un peu peur. Vu que j'en avais déjà perdu 8 grossesses. Donc, il se disait que, cette 9e au moins, quand Dieu nous faisait la grâce de... Bien coup, madame. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Ouais. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Parce qu'il faut dire que la femme dans le foyer, c'est l'enfantement. Hein. Quand tu n'as pas d'enfant, tu es jugé. Donc, en perdre 8, c'est déjà une douleur psychologiquement parlant. Et puis, Dieu te fait la grâce d'en voir une 9e grossesse qui évolue normalement et des gens viennent comme ça à détruire ta vie. C'est difficile, au fait. Mais je bénis Dieu pour ces personnes parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qui ils étaient réellement et je vis bien parce qu'ils ne sont plus dans ma vie. Amen. Voilà. Alors, on va revenir donc au lendemain. Au lendemain, nous sommes partis à l'hôpital, là où elle travaille, et on a vu le gynécologue. Sa première question, vous avez mangé quoi? Parce que je ne sentais pas les battements de l'enfant, au fait. Vous avez mangé quoi, madame? Parce que j'ai fait un peu le corps médical. Donc, quand je sens un truc, je dis, je ne sens pas comme d'habitude la boule bouche. Elle a dit, est-ce qu'on faisait l'échographie? Et voici à ma grande surprise, après l'échographie, je vois, on me dit qu'il y a un liquide à côté de la grossesse. Et ma bouche a commencé à devenir verte. Ma langue a commencé à devenir verte. Donc, le médecin me dit, madame, vous avez mangé quoi? Je lui ai dit, je n'ai rien mangé hier. La seule chose que j'ai touchée, c'est ma bouteille d'eau. Il dit, vous faites quel métier? Parce que sur vos pièces d'entrée, c'est marqué que vous êtes dans le corps médical. Il dit, j'y étais. Maintenant, je suis artiste. Donc, du coup, je vais faire ma pièce, mais je ne suis plus dans le corps médical. Mais vous avez joué où? Et je lui ai donné les détails. Il dit, ce que je vois là, c'est un poison. Hein. Vous étiez avec qui? Vous pouvez les identifier? Il dit, oui, bien sûr.
Mais je n'ai pas de preuve que c'est eux qui m'ont empoisonné, puisque je suis arrivée avec ma bouteille. Donc, il n'y a pas de preuve qui dit que c'est cette personne-là. Le médecin, à ce moment-là, il dit qu'il soupçonne un empoisonnement. Oui. Ou il établit... Non, après les soupçons, on fait l'échographie pour avoir la confirmation. Et on voit qu'il y a un liquide dans mon ventre. Voilà. Et il fait pulsion. Ceux qui font, ils ont fait, voilà. Pour enlever le liquide, c'était de l'eau vert. Maintenant, il examine l'eau, voilà, et il constate qu'il y a du poison. Il constate qu'il y a du poison. Il ramène-moi le reste de ta bouteille d'eau. Et ma marraine ramène la bouteille d'eau. On appelle mon mari, on lui dit, il était un peu sur le choc, tout ça. Il était là, il était vraiment sur le choc. La seule chose qu'il a dit, il dit que la gloire revienne à Dieu. C'est tout ce qu'il a pu dire. Et moi, j'étais assise, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si je suis en vie déjà, c'est le plus important. Le reste, ça va se faire. Et après les médicaments, il me dit qu'on peut sauver. On peut sauver, il n'est pas encore tard. Tiens bon, on peut sauver. On fait des médicaments, il me fait des piqûres, elle aussi me donne des médicaments. Je rentre chez moi. Le lendemain, c'était pas possible. J'ai commencé à saigner. On allait voir les sages-femmes, c'était déjà trop tard. Donc j'appelle mon pasteur Josué, à qui j'ai fait un gros bisou. Et aussi j'appelle mon régional, quelqu'un vraiment qui a un grand cœur, le régional Kwadio-Fon, que Dieu te bénisse. De là où tu es, je lui donne l'information, il me fait rapidement un dépôt. Le pasteur aussi réagit et par la grâce de Dieu, on me sauve la vie et je suis là aujourd'hui. Ça s'applaudit, je crois. Parce que la suite, pour moi, et j'insiste là-dessus, est-ce que la suite est pénale? Est-ce que vous saisissez, je veux dire, les instances nécessaires pour pouvoir donner suite à cet empoisonnement? D'abord, ce qui va me choquer, c'est que je n'ai pas dit à quelqu'un que je suis malade. Je n'ai pas informé quelqu'un que je suis hospitalisée. Je reçois un coup de fil d'un collègue que je ne vais pas mentionner. Il me salue. « Allô, maman Michel, comment tu vas ?» Il dit « Je vais super bien. » Il dit « Mais par ta voix, on sent que tu n'es pas en forme. » Bon, pour moi, c'est un frère. J'ai dit « Hé, mon frère, quand on s'est séparés, là, vraiment, je ne suis pas en bonne santé, je suis hospitalisée. Et il me semble que c'est un poison. » Il dit « Toi, tu chantes quoi, puis on va t'empoisonner. » Tu es venu trouver il y a des gourous sur le terrain, il y a des artistes de renom. Toi, tu chantes quoi? J'ai dit « Waouh. Donc, tu trouves que je ne chante rien, pourquoi on m'empoisonne? » Il dit « Bon, c'est des taquines. Hein. » Il dit « À la période là où je suis, on ne me taquine pas. Parce que je suis dans une position où je suis capable de tout. Donc, là où je suis, on ne me taquine pas. Il dit hey, « c'est ça pour te taquiner, oh, ma soeur. » Mon mari me fait signe, il coupe le téléphone. Je lui fais le compte rendu. Immédiatement, j'appelle mon pasteur. Il dit « Ce qui va se passer, que personne ne me demande pardon pour dire « Non, comme tu es chrétienne, laisse tomber. » Parce que ma vie était en jeu. Parce que la réaction de l'un de mes collègues avec qui j'étais hier, et je pense que je vais poursuivre ça. Il dit, bon, guéris d'abord, et puis on en parle. Ne laisse pas les gens... Tu as une carrière à traiter. Dieu passe par plusieurs choses pour éclaircir, pour te donner des orientations, en fait. Pour dire, il faut savoir avec qui marcher. Mais guéris d'abord, et puis ensemble, on verra. Je dis, OK. Donc, quand je guéris, je viens à Abidjan. Mon père était vivant. Quand je viens à Abidjan, mon père m'envoie pour une autre échographie à la GESCO. On fait l'échographie, tout ça, on achète les médicaments. Et on part maintenant parler de ça avec le pasteur. Donc, j'essaie de coincer celui qui a fait ça. Il dit, ah, il y a une caméra, tout ça. Ce jour-là, on vous a vu. En tout cas, on paraît que quelqu'un a pris ma bouteille, parti avec ça dehors, venu. J'essaie de faire une mise en scène, au fait. Et il tombe dans le panneau. Que non, c'est pas ça. Que moi, je me suis levée, demande à temps. Parce que déjà, les gars disaient que, ah, Michel Bien vit en force, voilà, voilà, voilà. Elle est un ministère, quand elle prend le micro, ça fait peur. Elle n'est pas aussi dans notre boigné, au fait. Donc, il faut la faire descendre, au fait, de son piédestal. Donc, finalement, vous avez eu des indications sur les personnes? Oui. Lui, il dit Paul. Paul dit c'est Jean. Jean dit c'est Matthieu. Donc, on va aller au commissariat. Donc, en tout cas, ils reconnaissent qu'il y a eu empoisonnement. Il y a eu empoisonné. Pour finir, c'est des pardons à genoux. Et il y a des hommes de Dieu qui ont intervenu. Et vous avez laissé? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais quand des hommes de Dieu de renom mettent leur bouche dedans, te demandent pardon. Bon. Moi, c'est mon avis, hein, parce que vous êtes chrétienne, certes, mais la justice des hommes, elle existe bien dans la Bible.
Donc, quelqu'un qui a attenté à votre vie, qui a fait en sorte que vous perdiez votre enfant, je dis, on peut pardonner vous en tant que personne, mais c'est des personnes dangereuses. Donc, il faut mettre les autres à l'abri, en fait. Et c'est pour ça que la justice des hommes existe. Ce n'est que mon point de vue. Franchement. Exactement, c'est pas pour vous jeter la pierre. Je pense que vous êtes déjà passé par énormément de choses. Mais personnellement, moi, j'avoue que ça me touche un peu de voir que dans l'Église, on utilise justement le pardon qui est divin et tout ça pour justifier tout. Pour empêcher en tout cas que certaines personnes aillent en prison. Parce que ces personnes-là, comme Eva l'a dit, elles sont dangereuses. C'est une question de mentalité. Là, ce que vous dites, c'est en gros... Vous chantez bien, vous avez quelque chose et en fait, eux, ils sont jaloux, donc ils se permettent en fait d'arrêter votre vie simplement à cause de ça. Et je pense que ça, quand on réfléchit comme ça, on est mesquin comme ça, on est comme ça partout en fait, en tout temps, et on est dangereux pour tout le monde. Donc vraiment, je ne sais pas s'il y a si c'est encore possible de le faire, mais si vous avez la possibilité de le faire, honnêtement, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes que ces gens-là. S'ils l'ont fait à vous, ils ont pu le faire avant et ils peuvent le faire après. Ils vont continuer. C'est effrayant. C'est parce que tu as fait une fois que tu fais deux fois. Mais moi, je voulais savoir, après cette étape avec l'enfant, est-ce qu'actuellement, vous avez déjà eu des enfants? Le Seigneur m'a donné des enfants venus du ciel. Hein. Ils sont 5 et je suis très fière d'eux, de les avoir dans ma vie. Je suis très heureux de les avoir dans ma vie et je suis épanouie. Il y en a qui sont de moi, il y en a qui sont adoptés. Je suis fière de les avoir dans ma vie. Mais vous, donc, je pense que je suis heureuse d'avoir ces 5 enfants dans ma vie. Mais les analyses poussées ne prouvent pas que vous-même, vous pouvez en faire encore. Alors, si, je peux toujours en faire. Alors donc, Dieu va vous bénir. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors donc, suite au pardon, comme vous l'avez dit, des grandes personnes et des personnalités de l'Église, vous avez décidé de laisser tomber. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec ces personnes? Est-ce que vous les côtoyez? Est-ce que vous les fréquentez? J'ai eu les conseils du grand frère Onel Mala. Quand j'ai vécu la situation, j'ai fait une pause. Et après, j'ai fait une pause. Et j'ai parlé dans mon poste. J'ai parlé de l'empoisonnement que j'ai dit que je laisse tomber. C'est vrai, mais je prends mes dispositions. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'à n'importe quel moment, je peux porter plainte. Donc, ça ne veut pas dire que on va collaborer ou bien on va faire tout. Je laisse tomber, mais voici ce que j'ai vécu. Il m'a écrit, il m'a appelé, il dit, ma petite soeur, c'est de quoi tu entends? C'est pour ça qu'il ne te voyait pas. Il lui a dit, oui, il dit, à partir d'aujourd'hui, avoir ton micro sur toi. Il y a la femme du pasteur Camara aussi, le défunt Camara qui me disait, aie ton micro, ta bouteille d'eau, quand tu sors, que tu es seul, que tu n'as pas de collaborateurs, quand tu reviens, tu ne touches plus la bouteille d'eau. Tu laisses tomber. Prends tes dispositions et évite ces personnes à partir d'aujourd'hui. Moi, je suis un peu surprise, hein, parce qu'on pourrait se dire que dans le milieu chrétien, justement, le milieu des chantres, on sera à l'abri de ces choses qui existent dans le monde. Mais Eva, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on n'est pas à l'abri dans tous les domaines. Ça, c'est clair. Parce que la Bible même nous dit qu'ils sont déguisés en loups, ils sont parmi nous. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas converti, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des gens qui viennent dans l'église pour voler. Il y en a qui viennent pour écouter la parole. Il y en a qui viennent pour des femmes. Il y en a qui viennent pour garçons. Chacun vient pour un but. Et il y en a qui viennent pour chercher le salut. Si je vous dis qu'au-delà de l'empoisonnement, ils ont pris mon sac en main dans l'église, vous n'allez pas croire. On a volé votre sac en main. Merci. Un autre jour, mais le même. Juste pour vous dire que oui, il y a des gens qui viennent à l'église juste pour ça. Quelle église? Donnez-nous le nom de l'église. Non, mais franchement, donnez-nous le nom de l'église. On va pas aller. Merci beaucoup. Non, on ne peut pas vous donner le nom d'une église parce qu'ils sont partout. Merci. Awané 2025 démarre bientôt. Responsable d'établissement scolaire, pour faire le bonheur de vos élèves, inscrivez-vous dès maintenant en mentionnant votre contact, le nom de votre école et sa situation géographique. Envoyez vite votre demande d'inscription à awané@rti.ci. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Merci de nous retrouver sur RTI1, dernière partie de l'émission. Alors aujourd'hui, ce magnifique public si réceptif et si enthousiaste, nous vient de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci au responsable de la communication, M. Siri Emmanuel, et le directeur de la communication, Gustave Kwame. Et puis nous avons le fan club de l'artiste chantre Miché B. Voilà. Les responsables, Madame Création Juliette épouse Yao et le pasteur Bléouin. Merci. Merci de votre présence. Alors, vous faites également ce qu'on appelle une caravane. Voilà, vous êtes à la tête d'une caravane et vous faites beaucoup d'humanitaire. Vous avez déjà sillonné le Burkina Faso, la Guinée.
Et puis, vous organisez un concert humanitaire en faveur des enfants du centre de Grand Brûlé de Cocody. Ce sera ce dimanche 16 février 2025 à partir de 14 h à la salle Anoumambo. Alors, c'est quoi, rapidement, hein, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, en 30 secondes, c'est quoi un spectacle humanitaire? Un spectacle humanitaire, c'est de faire un concert et reverser les droits aux personnes vulnérables, ceux pour qui tu fais l'événement, au fait. Et là, c'est le Grand Brûlé. Cette fois-ci, on a fait tellement de domaines. Là, c'est le Grand Brûlé. Pour y aller rapidement, nous faisons le concert parce que les médicaments sont coûteux. Exactement. 1 million la piqûre pour la semaine, tout ça. Donc, ils ont besoin aussi de lits, de tout ce qu'il faut. Pour tous ceux qui m'écoutent, en tout cas, si tu peux nous contacter pour nous aider, pour ce grand programme, tu peux prendre des tickets aussi pour nous tendre la main. Ça va aider ces enfants à acheter leurs médicaments surtout. Très bien. Ce sera donc le 16 février au Palais de la Culture. Alors aujourd'hui, hein, pour revenir à notre invité Aïcha Ekra, rapidement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous avez retrouvé la santé? Est-ce que vous avez recommencé à travailler? Bon, je dis, je suis patronne. Ah! Bravo! Je suis patronne, je suis à Oubo Dokui, au Carrefour Andama Sanogo. D'accord, on va plus. Donc vous êtes esthéticienne, vous êtes à votre compte aujourd'hui, tout va bien. Vous prenez vos précautions. Vous avez des filles qui travaillent pour vous? Non, pas encore. Pas encore, mais quand vous en aurez, évitez de montrer votre préférence. Voilà. Pour éviter va d'avoir des jalousies. Ma coiffeuse préférée. L'employé préféré du patron. Voilà. En tout cas, alors, en début d'émission, on se souvenait de cette date épique. On va le rappeler encore une fois. Du 3 février 2024. Oui, oui, on ne laisse pas. Avec toute le 3 février, là, humidité. il s'est passé des choses qu'on va retracer en vidéo. À tout de suite. On ne peut jamais faire trébucher un éléphant. Toujours allumer la télé. Les Maliens, ils vont prendre quand même dans la boîte au cellulaire, là, Mali a des tout près. Qui regarde où se situe Yaya Fofana qui tire et c'est arrêté par le gardien Yaya Fofana qui se jette et qui Tous les animaux doivent s'incliner, y compris l'aigle. Il est là, il est là, il est là. Merci à des grands, merci à des frères. Voilà. Ça mérite d'être rappelé. Ça mérite de se revivre. Félicitations encore une fois aux éléphants. Alors, on est déjà au terme de l'émission. On va se séparer sur une prestation de notre invité, donc témoin, la deuxième. Merci encore, Ekra Aïcha. Merci de votre témoignage. En 10 secondes, rapidement, Sabine Jérémy. Alors, je sais que quand on est chrétien, nous sommes des personnes extraordinaires. On doit marcher sur le scorpion, on peut boire le poison, oui. Mais il y a des institutions qui sont là pour nous protéger. De grâce, quelle que soit la religion, utilisez ces institutions-là comme protection. Voilà. Il y a quoi à vous, mesdames, pour ce que vous avez vécu. Et puis, courage pour la vie. Et je pense qu'on doit tous s'informer sur les méthodes d'empoisonnement, parce que c'est on peut en parler, hein. Pourquoi pas, oui, c'est important. Bon, comme on le dit, hein, on n'est jamais bien prudent, mais quand même, on peut faire l'effort d'être prudent. Donc, soyons prudents. Merci beaucoup. Oui. Ah, c'est pour moi? Oui, oui, j'ai la carte d'invitation de Eva Amoni. Alors, on va venir sur la scène parce que c'est là que vous allez faire votre présentation. Merci beaucoup. J'y serai au spectacle. J'invite toute la famille de samedi aussi. On sera là. Okay. On sera là. Merci beaucoup. Merci à vous. À demain. Le micro, je prends le micro. Passez mon blaïo, passez mon blaïo, mon bla Jésus est passé mon blaïo, tu t'es pas renseigné, tu t'es pas renseigné, tu t'es pas renseigné.
Comment tu veux faire la guerre? Tu t'es pas renseigné. Comment tu veux faire la guerre? Je n'aurai jamais honte. Moi j'ai Jésus, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. Moi j'ai Jésus, je n'aurai jamais honte. À cause de ton argent, tu t'es pas renseigné. À cause de ta position sociale, tu t'es pas renseigné. Tu rabaisses les gens, tu insultes les gens. Tu t'es pas renseigné. Je n'aurai jamais honte. Moi j'ai Jésus, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. Moi j'ai Jésus, je n'aurai jamais honte. Jamais. Je n'aurai jamais honte. Moi j'ai Jésus, je n'aurai jamais honte. Mansou no kwa kriyon, moi c'est Mansou meble. Sou no kwa dosan, on c'est Mansou meble. Tu détiens pas ma vie, mon frère. Tu t'es pas renseigné. Tu détiens pas ma vie, ma soeur.